Hey, hello Marie, comment vas-tu? Bonjour Emmanuel, bah ça va bien et toi? Ça va très très bien. D'où est-ce que tu m'appelles aujourd'hui? Je t'appelle de Rennes, je suis bretonne. Bretonne, vous avez du beau temps au moins en Bretagne? Parce que je sais que la Bretagne et la météo, c'est pas trop ça, mais tu vas me dire si vous avez du beau temps aujourd'hui. Bon, déjà c'est un cliché, bon c'est C'est un vrai que... cliché, c'est vrai? Non, ça dépend des endroits de la Bretagne, Ouais. Rennes ça va, et aujourd'hui il fait beau. Bon, je crois qu'il va pleuvoir ce soir, mais bon, on verra quoi. Et ça rafraîchit un peu parce qu'il a fait Hmm, très très chaud partout la mhm, semaine dernière, donc moi ça me dérange pas qu'il pleuve un peu. c'est vrai que ça fait du bien. Aujourd'hui, on enregistre ce podcast. Il est le 19 juin. Il fait très très chaud. On a connu de grosses chaleurs. Je suis content de t'avoir, Marie, sur le podcast aujourd'hui de l'Office. Aujourd'hui, on va discuter de comment optimiser sa posture RH en tant qu'Office manager. On va commencer avec ton parcours. Tu vas nous raconter ton expérience et tous tes conseils. Mais là, c'est à moi de te poser la question. Qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petite? Moi, quand j'étais petite, je voulais faire plein de métiers. Je voulais être styliste de mode, je voulais Mhm. être comédienne, je voulais être poète, je voulais être autrice, je voulais être actrice, je voulais être chanteuse, C'est je voulais être vrai? sur scène. Vraiment, je voulais être sur scène. Je passais ma vie déguisée. J'organisais des comédies musicales dans le salon avec mon frère et ma sœur qui faisaient Mhm. les chœurs et la danse derrière. À l'école, c'était pareil. J'étais de tous les spectacles. Je crois que j'aurais pu avoir une carrière artistique sur scène, mais bon, finalement, j'ai Mhm. choisi d'exprimer différemment en étant créatrice de contenu. C'est aussi une Ouais. façon d'être sur scène et j'adore organiser des lives, des événements, Mhm. enregistrer des podcasts. Ça, c'est des choses que j'adore faire. Donc, c'est juste que je l'ai mis au service d'un sujet plus sérieux, qui est Mhm. les RH. Les ressources humaines. Est-ce que tu es une nature introvertie ou plus extrovertie? Je suis plus introvertie. Je suis très Hmm, sociable, j'adore rencontrer des nouvelles personnes, j'adore discuter avec les gens, hmm, mais j'ai besoin de revenir chez moi toute seule dans ma bulle après avoir passé quelques jours avec plusieurs personnes. Bon, après, il y a des gens, mes amis très proches, mon copain, ça c'est un hmm, petit peu plus facile, je peux rester avec eux plus longtemps, mais hmm, si j'ai passé du temps dans une foule, là, tu vois, là, je suis rentrée samedi dernier de Paris, j'avais vraiment besoin d'être toute seule parce que j'ai été hmm. entourée de gens pendant plusieurs jours et vraiment j'en pouvais plus. Je te comprends aussi en tant qu'introverti, on a besoin de recharger dès qu'on a autour de beaucoup de monde. En général, je suis content de t'avoir sur le podcast. Je sais que tu as été 4 ans en tant qu'RH, 4 ans en tant qu'entrepreneur dans les RH. Tu es la fondatrice de la première communauté des femmes RH. Aujourd'hui, tu as un podcast qui s'appelle les RH de la vie. La Aussi, vraie vie. de la vraie vie, pardon, les RH de la vraie vie. Euh, Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce qui t'a donné l'envie d'aller dans les ressources humaines? C'était, alors comment résumer ça en deux mots? C'est compliqué mon parcours dans les ressources humaines parce que moi quand j'étais au lycée, je voulais Mm, être assistante sociale. mm, Je voulais aider les gens, je voulais être utile, je voulais accompagner les gens dans leurs problèmes. Sauf que à 18 ans, c'est pas facile d'aller dans une école d'assistante sociale et après de mm, se dire que potentiellement on va faire face à des cas très compliqués, à des gens qui sont psychologiquement pas forcément bien dans leur peau, bien dans leur vie, qui ont des problèmes mm, graves. Et je me sentais pas les épaules en fait d'accompagner, parce que quand on est assistante sociale, c'est 3 ans d'études, donc mm, potentiellement à 21 ans, je me retrouvais débarquer à aider des gens qui ont des grosses difficultés de la vie. mm, Et après avoir rencontré plusieurs assistantes sociales pour faire un petit peu un benchmark, me suis dit c'est trop dur, ça me fait peur. Et à l'époque, j'étais en licence administration économique et mhm, sociale à la fac. Et en deuxième année, j'ai eu une option RH. Et mm, ça m'a intéressée parce que je me suis dit, ah, c'est un bon moyen de faire du social dans le sens accompagner les gens, mais accompagner les gens au travail. Donc ça veut dire que je ne vais pas accompagner que mm, des gens qui ont des problèmes de vie. Il y a aussi des mm, gens qui vont très bien, qui n'ont pas de problème particulier. Et juste, il faut les accompagner, les recruter, les accompagner dans leur mobilité interne, mm. dans leur gestion de carrière, etc. Ou juste faire leur paye. Et j'aimais bien ce côté un peu organisation. Je me voyais bien, petite assistante RH qui classe ses petits papiers et puis qui fait des Mm. réunions. Et c'est pour ça que j'ai commencé à aller dans les RH. J'ai découvert ce métier et ça m'a de plus en plus fasciné en fait. Ce côté être au cœur des enjeux du travail, être à cette Mhm, place qui est si centrale dans l'entreprise. C'est vraiment moi, je parle énormément de la posture RH et de la place des RH en entreprise, et c'est vraiment ça en fait qui me passionne, plus que le côté technique, comment faire à la meilleure paye ou comment mm, faire un plan de gestion des carrières. Ça m'intéresse, mais vraiment ce qui m'intéresse le plus, c'est la place des RH, et c'est vraiment des personnes, c'est souvent des femmes, et c'est souvent des femmes qui connaissent tout sur tout,
qui sont en relation avec tous les acteurs de l'entreprise. C'est des personnes qui sont ultra sollicitées en entreprise parce qu'elles sont sollicitées en interne par tous les collaborateurs, les dirigeants, les managers, et aussi en externe par l'URSSAF, par les agences d'intérim, par la prospection de je ne sais pas quoi, de différents cabinets, etc. Donc c'est une profession qui est tout le temps sollicitée et j'aimais bien ce côté contact humain permanent. Et surtout, je me disais, ça va être un métier où je vais me sentir utile parce que je vais accompagner les gens à ce qu'ils soient bien dans leur travail. Et c'est ce que je raconte aussi en permanence, j'ai été déçue en arrivant dans les RH parce que finalement, c'est pas ça qui est priorisé aujourd'hui dans les entreprises. On priorise pas le social, on priorise pas l'accompagnement humain. Les métiers des RH, c'est un métier de gestion avant tout, c'est de la gestion administrative avant tout, et c'est à 90% de faire de l'Excel et de gérer des papiers et de faire des déclarations. Et du coup, c'est ça qui a été difficile pour moi quand je suis arrivée dans le métier et qui était un peu une déception. Et au-delà de ça, j'ai pas été RH forcément super longtemps parce que il y a un truc auquel j'avais pas été préparée, c'est justement ce à quoi j'aurais peut-être été plus préparée si j'étais devenue assistante sociale, c'est gérer la charge émotionnelle. Quand on reçoit énormément de gens dans son bureau, quand on est appelé toute la journée, quand toute la journée ta porte elle fait toc toc parce qu'il y a quelqu'un qui veut te poser des questions, les gens ils arrivent avec leurs émotions, souvent négatives, ils déchargent un peu tout, ils vont pas bien, ils ont des trucs à raconter. Nous RH, on prend tout sur nous et si on sait pas décharger derrière, si on n'a pas une voie thérapeutique ou de décharge après émotionnelle, on garde tout, surtout quand on est comme moi hypersensible, c'est encore pire. Et j'ai explosé en fait, parce que la dernière expérience de RH que j'ai menée, c'était dans une boîte qui allait pas bien du tout, qui avait un climat social qui était catastrophique. Et j'ai explosé en vol en fait, et du coup après cette expérience-là, je me suis dit mais je peux plus être RH, et je me suis même demandé pourquoi j'avais choisi ce métier-là, pourquoi j'ai voulu me sacrifier à ce point-là pour un métier que je voulais sauver les gens finalement. Et ça c'est toute ma recherche depuis 4 ans. Je te condense toutes mes recherches depuis 4 ans en 3 phrases là. Je me suis dit mais pourquoi j'ai voulu sauver les gens à ce point-là, pourquoi j'ai été obsédée par le fait d'être utile, par le fait de vouloir rendre service, par le fait d'être toujours présente pour l'autre, alors que c'est pas ma nature profonde, parce que, on se souvient de ce que je t'ai dit tout à l'heure, moi ce que j'aimais quand j'étais petite, c'était pas aider ma mère à faire le ménage, c'était être sur scène, c'était partager, c'était inspirer les gens, c'était créer de la joie. Et finalement, dans les RH, j'ai été orientée vraiment sur ce qu'on appelle les drivers, qui disent la société dit aux gens, tu fais ça comme ça parce que c'est ce qu'on attend de toi. Et les femmes particulièrement, on a un driver très fort qui est rends service, fais plaisir et donne à l'autre avant de penser à toi-même. Et j'ai été vraiment dirigée par ça dans tout le début de ma carrière. Et les RH, en fait, c'était un bon compromis entre un métier où je me sentais utile, avec quand même du contact humain parce que je suis passionnée d'humain malgré tout. Et puis voilà, puis c'est un métier sérieux, c'est un métier qui malgré tout a des enjeux de pouvoir intéressants, c'était un métier correctement payé, qui était dans un bureau, je voulais un métier dans un bureau parce que mes parents ils ont fait toute leur vie des métiers physiques et je voulais pas prendre le même chemin qu'eux. Et voilà, je crois que j'ai à peu près résumé, je pourrais en parler pendant 4h30, mais voilà, en gros résumé c'est ça, et aujourd'hui c'est pour ça que j'étudie ces enjeux et que j'essaie aussi d'inciter les femmes, qu'elles soient RH, et je pense que ça va au-delà des RH, et c'est pour ça aussi que j'ai accepté de venir discuter avec toi, c'est que je pense que les office managers elles peuvent énormément se reconnaître dans ce profil-là de la femme qui est au service de l'autre et qui finalement s'oublie elle-même au profit des autres parce qu'elle est toujours dans le rend service, fait plaisir, donne sans compter, et le risque c'est de s'oublier. Waouh, c'est vraiment intéressant et c'est vraiment puissant ce que tu dis par rapport à ton expérience, que la femme rend service, et ça va même au-delà du cadre professionnel de RH ou d'office manager. Et je me rends compte dans la description que tu me fais que les office managers sont un peu comme les RH, c'est qu'elles sont là pour servir, elles ont une certaine personnalité de toujours vouloir en donner plus, en fait, toujours vouloir faire plaisir à l'autre. Tu parlais de tâches spécifiques comme faire la paye, comme tout prendre en fait. Quand quelqu'un a un problème, on va toquer à la porte de la RH. Moi, quand j'étais employé, s'il y avait un problème, c'était va voir la RH. Il y avait un problème dans ma paye, va voir la RH. Il y avait un problème, quelconque problème, il fallait aller voir la RH. Est-ce que tu peux me parler un peu vraiment de la réalité des tâches RH en entreprise?
Ah, c'est hyper vaste. C'est hyper vaste parce que les métiers RH, comme ça concerne, comme souvent toutes les tâches à qui on sait pas, quand on sait pas à qui ça va, comme tu le dis, on donne à la RH. Il y a un problème avec la machine à café, elle va demander à la RH. Mm. Et c'est des métiers vraiment qui sont très très larges, mais ça couvre quand même pas mal de domaines. Souvent, on parle que du recrutement et du licenciement, parce que c'est un peu la vision qu'on a Mm. des RH, mais Mm. ça va bien au-delà de ça. Donc il y a toutes les tâches. En fait, c'est l'accompagnement de la carrière des collaborateurs depuis leur entrée jusqu'à leur sortie, et même au-delà, parce que dans le recrutement, aujourd'hui, on parle de plus en plus de marque employeur, Mm. d'attraction des candidats, etc. Donc c'est tout ce qui concerne la carrière. Donc ça va être Mm. recrutement, ça va être gestion des carrières, ça va être paye, ça va être gestion des déclarations. Donc ça va être, Mm. voilà, par exemple, chaque début de mois, on fait des déclarations qui s'appellent les DSN. C'est déclarer en gros qui a travaillé dans ta boîte Mm. et puis à quel taux et avec tous les chiffres qui correspondent à... C'est Mm. la déclaration sociale en fait de tous les collaborateurs qu'il Mm. faut faire tous les mois pour dire à l'État en fait qui a bossé chez toi et comment. Mm. Donc il y a plein de déclarations comme ça, il y a des déclarations qu'on doit faire dans quelques fois dans l'année, donc celles qui concernent le handicap, etc. Mm. Donc il y a énormément d'administratifs, de déclarations, de reporting à faire pour bien suivre Mm. l'activité de tous les collaborateurs. Donc il y a toute cette partie administrative, il y a du conseil aux managers, les Mm. aider à bien accompagner la carrière des collaborateurs, les Mm. accompagner au quotidien. Il y a du conseil aux dirigeants, les aider Waouh. à mettre en place la stratégie RH à long terme. Il y a toute la stratégie de recrutement aussi, comment Mm. attirer les meilleurs candidats, comment les fidéliser, comment Mm. les accueillir. Il y a plein de projets à mettre en place parce Mm. qu'aujourd'hui les RH sont également responsables par exemple de l'égalité femmes-hommes. On Mm. commence à parler aussi du fait que les RH vont être responsables de la politique RSE, de la Mm. politique climatique même. Vraiment, les RH sont responsables de tout. Ça va aller plus vite. Mm. Et, parce que finalement, je me demande s'il y a des sujets où les RH sont pas responsables de ça, parce que Mm. c'est vraiment un métier qui est tellement large. C'est aussi pour ça qu'on a du mal à le comprendre. C'est que c'est tout ce qui touche à l'humain. Mais finalement, Mm. une entreprise, bah, c'est des humains qui travaillent ensemble. Donc, l'aspect RH est présent absolument partout. Waouh. C'est impressionnant quand même toutes les tâches que les RH ont, un peu comme les office managers, c'est que vous devez toucher à tout et je doute quand même qu'il y a toutes les fonctions qui sont, toutes les responsabilités qui sont marquées dans la fiche de poste lorsqu'on postule pour un RH. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'office managers qui ont des tâches RH, comme faire les onboarding, comme faire la paye, principalement dans les plus petites entreprises où il n'y a pas encore d'RH ou dans les startups qui commencent à grandir. Euh, Est-ce que tu peux me dire, en tant qu'office manager, est-ce que c'est possible déjà de passer d'une fonction office manager à une fonction RH sans forcément avoir les diplômes nécessaires ou peut-être juste avec l'expérience? En tout cas, ça se fait. Ça Mm. se fait. Il y a plein de gens qui arrivent dans un métier RH sans avoir de diplôme RH. J'essaie de ne pas avoir d'avis tranché sur la question parce que je pense que ça dépend vraiment du parcours de la personne avant. Mhm. Bon, les RH ont quand même, si on leur pose la question, ils ont quand même tendance à dire que c'est bien d'avoir un bagage, notamment juridique. Mm. Ça aide quand même pas mal à évoluer dans les RH, qui est un métier très 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 juridique et où il faut Mhm. être calé sur pas mal de sujets, sur le code du travail, sur les conventions collectives. Donc disons que c'est, je pense, beaucoup plus facile d'arriver dans les Mhm. RH si on a pu repasser par les études, ne serait-ce que pour voilà, ce bagage juridique et ce bagage d'être un peu au courant des derniers sujets. Après, il y en a plein qui passent de fonctions soit office manager ou de plein d'autres fonctions. Il y a plein Mhm. de reconversions dans les RH qui passent pas forcément par la voie des études. Souvent, c'est une histoire de légitimité aussi, surtout les Mhm. femmes. Et il y a Mhm. beaucoup de femmes que j'ai reçues dans le podcast qui me disent que le fait d'avoir passé un diplôme, ça les a aidées à se sentir RH. Ok. Elles avaient ce papier qui disait c'est bon, tu as le droit, tu peux postuler sur des postes RH, mais c'est vrai que Mhm. une office manager qui a pris en charge toutes les tâches administratives RH de base, je me dis qu'un poste d'assistante RH, ça ne va pas forcément être, ça peut être Mhm. impossible à réaliser, de postuler sur des postes d'assistante RH quand on a été office manager. Tout dépend des responsabilités, parce que c'est ça aussi qui est difficile dans le métier d'office manager, c'est que d'une entreprise à Mhm. l'autre, j'ai l'impression que ça peut être très très différent, les tâches attribuées à ce Exactement. poste-là. Donc c'est du cas par cas, hein. Et toi, selon toi, quand il y a une office manager qui a des responsabilités RH dans son métier, est-ce que tu peux me dire un peu quelle est je dirais, je sais pas comment formuler la question, mais quelle est la place
des responsabilités RH dans le métier d'office manager. Est-ce que l'office manager doit se considérer office manager avec des responsabilités RH ou est-ce que tu penses qu'elle peut peut-être négocier une casquette office manager slash RH pour son poste? Bah, ça, je pense que ça va être à définir avec le dirigeant de l'entreprise qui va définir sa politique RH. Parce que la Mhm, politique RH, elle est définie avant tout par les dirigeants de l'entreprise qui donnent une mhm, place plus ou moins importante à la politique RH dans leur boîte. Et déjà, je trouve qu'un dirigeant qui n'a pas de RH, pour moi, c'est déjà problématique parce que c'est mhm, tellement important d'avoir une politique RH aujourd'hui dans les mhm, boîtes que, bon, c'est bien de donner ces tâches à quelqu'un, mais je trouve ça compliqué, même pour une office manager, d'avoir beaucoup de tâches RH, sachant que bah, c'est un métier qui est quand même assez large aussi, qui demande mhm, beaucoup de travail. Les RH, c'est pas quelque chose que tu fais entre midi et deux en deux, trois, mhm, en deux, trois mouvements, quoi. Et donc je pense que c'est vraiment aux dirigeants de définir le mieux, j'imagine, que c'est d'avoir. Bah, après, si on parle d'une boîte de deux personnes, évidemment que ouais, c'est pas nécessaire de recruter une RH à temps plein, mhm, mais ça peut être soit voilà, une office manager qui a un background aussi un peu RH et qui du coup peut accompagner sur ces tâches-là. Mais bah, ta question, ouais, elle est difficile parce que bah, ça va dépendre du nombre de salariés, ça va dépendre ok, de la politique qui est à mener. mhm, C'est à définir avec. Bah, c'est les dirigeants qui définissent. Évidemment que le top, c'est d'avoir quelqu'un qui est compétent sur la partie RH et mhm, qui est là. C'est pour ça qu'il y a aussi des RH qui sont à temps partagé ou qui interviennent dans les entreprises que quelques jours par mois ou quelques heures par mois, même pour les plus mhm, petites. mhm, Mais par contre, il y a aussi des personnes voilà, qui ont une formation RH qui peuvent, j'imagine, se former à plein d'autres sujets et puis devenir office manager aussi, donc avoir mhm, ce bagage RH en plus. Et là, pour une petite boîte, ça peut être un bon compromis. mhm, exactement, puisque il y a énormément d'office managers qui ont, comme je le disais, des fonctions RH, donc qui font les deux. Et l'office manager, généralement, elles sont déjà submergées par toutes les tâches qu'elles ont à faire en tant qu'office manager. Et souvent, quand je parle avec elles, elles me disent, j'ai aussi des fonctions RH. On m'ajoute des fonctions RH. Malheureusement, je ne les ai pas demandées, ces responsabilités, mais on les ajoute quand même au travail que je dois faire au quotidien. Selon toi, comment une office manager peut-être doit gérer le fait qu'il ne faut pas qu'elle devienne la personne à tout faire dans son entreprise sans mettre en priorité son temps, sans mettre en priorité surtout sa santé, parce que lorsqu'on a énormément de tâches, au bout d'un moment, je pense que ça peut amener au burn-out, ça peut amener au mal-être au sein de son entreprise. Comment ne pas devenir en gros la personne à tout faire dans son entreprise? Quel conseil toi tu pourrais lui donner? Bah, de pas. La première chose, en fait, je pense, c'est de bien observer dans quelle entreprise tu vas. Parce que c'est Mhm, pas une fois que c'est bien installé et que tu as tous les dossiers sur ton bureau et que ça fait 6 mois que tu es là et que tu espères que ça va changer, ça changera pas. Si tu arrives dans une mhm, boîte qui ne considère pas l'humain, qui considère que les RH c'est des petites tâches en plus qu'on peut filer à la première personne qui passe et qui a dit qui a pas dit non quoi, qui a dit mhm, d'accord je vais m'en occuper, là c'est déjà trop tard. C'est des conseils que je donne aux RH et je peux les donner aux office managers aussi. C'est très mhm, important en fait de réaliser un vrai travail de vraiment creuser en fait dans quelle entreprise vous allez et comment cette entreprise considère le travail administratif et le travail RH. mhm, Et en tant qu'office manager, c'est exactement la même chose. Qu'est-ce qu'ils mettent dans le poste et de bien cadrer les choses avant d'arriver. Et si mhm, jamais on se rend compte que ça évolue, que ça devient plus très viable, qu'il y a trop de choses, que nos besoins sont plus respectés, il faut mhm, partir. Il faut partir, il faut changer de boîte. Et c'est mhm. des métiers qui sont demandés aujourd'hui. Donc, faut pas se dire, ah là, là je trouverai jamais ailleurs. Faut au moins essayer de trouver ailleurs parce que la pire chose à faire, en fait, c'est d'espérer que ça se calme ou alors de faire Hmm, taire cette petite voix qui dit, bah non, mais t'es pas très bien quand même ici. Non, mais si, il hmm, faut parce que la sécurité de l'emploi, tout ça, ça en fait, ça finit jamais bien. Ça finit toujours hmm, en burn-out, ou ça finit en démission, ou ça finit mal parce que il y a aucune boîte qui voit. Enfin, en fait, on s'imagine que les autres voient la charge de travail et que voient qu'on est submergé, hmm, mais eux aussi sont submergés. Donc en fait, c'est en individuel se refaire passer devant. Et c'est pas facile, hein. J'ai vraiment conscience que c'est pas facile et que c'est hmm, déconstruire des schémas de pensée et c'est hmm, sortir du fait plaisir et c'est sortir de ces schémas-là. Mais en fait, c'est cadrer les choses, hmm, reprendre en légitimité, se faire aider, en parler le plus hmm, possible, ne pas se dire oh là là, je vais saouler les gens. Non, en parler en hmm, entreprise, en interne, en parler avec son N plus 1, en parler avec les collègues, en parler dehors aussi.
se faire accompagner, soit ça peut être même entamer une thérapie. Moi, j'ai aucune honte à dire que je suis accompagnée par une psychologue depuis des années, ça m'aide Mhm. beaucoup. J'ai été coachée aussi, il y a plein de coachs aussi qui sont là pour accompagner. Ça peut soit se faire en entreprise, soit en dehors. Après, c'est en fonction aussi, ça c'est toujours en fonction de la sensibilité du dirigeant. Mhm. Mais je pense que le plus important, c'est ça, c'est observer la sensibilité du dirigeant. Les RH, je leur dis vraiment observer comment est le dirigeant et est-ce que vous voulez accompagner cette personne-là? Est-ce que vous avez Mhm. suffisamment confiance en cette personne-là pour l'accompagner au quotidien et le décharger de toutes ces tâches-là? Parce que vous croyez en sa vision, que Mhm. vous aimez ce qu'il partage, que vous aimez ce que cette personne, il ou elle, le ou la dirigeante, partage comme valeur. Est-ce que ces valeurs sont Mhm. en accord avec les vôtres? Et à ce moment-là, vous pouvez participer à ce projet d'entreprise. Et quand on est adhérent au projet d'entreprise, que les valeurs de l'entreprise sont en adéquation avec les nôtres, on peut supporter beaucoup plus de choses. Évidemment, il ne faut quand même Mhm. pas supporter trop sous prétexte qu'on adore l'entreprise, Mhm. mais au moins on sait pourquoi on le fait. Moi, à la fin, je ne savais plus pourquoi je suis RH. En fait, je savais plus pourquoi je faisais ça parce que j'étais dans des entreprises qui ne partageaient pas du tout mes valeurs. J'avais plutôt Mhm. l'impression de défendre les salariés contre la direction plutôt qu'autre chose, ce qui n'était pas du Mhm. tout ce qu'on attendait de moi. On me le Mhm. reprochait et finalement, moi, je me perdais dans l'affaire. Donc voilà, c'est vraiment reprendre le pouvoir en fait sur son choix de poste et prendre en fait confiance dans ses capacités, dans ses compétences, dans ses légitimités. Mhm. Et voilà, enfin, ça fait très vite résumé, juste te laisse pas faire, mais globalement c'est ça. Exact. Excuse- Marie, je prends un temps d'arrêt. Ma batterie commence C'est des choses qui arrivent rarement, mais je vais juste brancher mon chargeur. Nickel. Excuse-moi. Ok, c'est bon pour moi. C'est vrai que c'est vraiment pertinent ce que tu dis et c'est vraiment intéressant dans le sens où hum, il faut mettre dès le début, je pense, des conditions aussi en tant qu'RH et peut-être aussi lorsqu'on cherche un travail en tant qu'RH ou lorsqu'on veut évoluer vers un métier d'office manager à RH, voir les conditions. Parce que ce que moi, j'ai comme feedback la plupart du temps des office managers, c'est que on me demande une tâche, puis après on m'en rajoute une autre responsabilité, encore une autre responsabilité. Et en fait, je me demande quand est-ce que ça va s'arrêter. Et au final, un mois, 2 mois, 6 mois plus tard, il y a toujours plus de responsabilités. Ça Et à s'arrêtera force jamais. d'être la personne qui dit oui, en fait, la personne qui dit oui tout le temps, soit c'est les dirigeants, soit c'est le supérieur, ben, il se rend compte que comme cette personne est capable de dire oui, est capable de prendre plus de charges, ben, on va lui rajouter encore. Et cette personne surtout ne vient pas, entre guillemets, se plaindre, ne vient pas justement dire qu'elle a beaucoup de charges. Et c'est ce que je me rends compte, moi, avec beaucoup d'office managers. S'il y a une office manager qui nous écoute, qui souhaite évoluer vers un métier RH, qui souhaite quitter sa casquette d'office manager, peut-être dans son entreprise ou peut-être dans une autre entreprise, quel conseil, toi, tu pourrais lui donner? Qu'est-ce qu'elle devrait regarder peut-être dans la fiche de poste ou peut-être quelles questions elle pourra poser à un entretien, que ce soit son employeur à elle dans l'entreprise auquel elle travaille ou peut-être un autre employeur? En fait, c'est poser les bonnes questions, puis observer les bonnes données aussi. Les conseils que je donne aux RH, qui s'appliquent certainement aussi aux office managers, je leur dis par exemple, regardez l'organigramme. Demandez à voir l'organigramme ou trouvez-le, ou voilà, il n'y a pas de raison qu'on vous refuse de vous le donner. Mhm. Si on vous le donne pas, déjà, bah, c'est un super mauvais point, donc vous pouvez laisser tomber. Mhm. Mais si vous observez l'organigramme et que vous voyez que la fonction RH ou que la fonction office manager, elle est placée, par exemple, sous la direction administrative et financière, c'est pas Mhm. bon du tout parce que ça veut dire que le financier sera toujours au-dessus de l'humain. Et les femmes qui Mhm. choisissent la fonction RH et la fonction office manager, souvent elles ont Mhm. quand même un contact humain facile, elles ont envie Mhm. d'accompagner les gens. Mhm. Celles qui ont la fibre RH, souvent c'est ça. Et du coup, c'est un conseil qui circule de plus en plus et que je valide complètement. C'est Mhm. voilà, observer l'organigramme, observer où vous êtes placé, à quel niveau de l'organigramme vous êtes placé, ça vous donnera des infos. Après, sur Mhm. les données purement RH, il y a des choses qu'on peut demander, par exemple le taux de turnover.
savoir combien de personnes sont parties, Hmm. observer un petit peu s'il y a un haut taux de turnover, donc ça veut dire que s'il y a beaucoup de gens qui partent et régulièrement, ça pue. C'est Waouh. vraiment pas bien parce que ça veut dire qu'il y a Hmm. beaucoup de gens qui partent. On peut demander pourquoi le poste est créé ou alors pourquoi je viens remplacer la personne qui... Est-ce que la personne qui était déjà sur le poste, est-ce qu'elle est partie? Est-ce qu'elle a évolué Hmm. vers une fonction plus haute? Est-ce qu'elle a trouvé un autre poste ailleurs? Hmm. Essayez aussi de demander à parler au plus possible de gens dans l'entreprise. Demander à rencontrer un collaborateur, demander à rencontrer des managers, Hmm. demander Waouh. pourquoi pas même rencontrer les représentants du personnel, les délégués du Mhm. personnel, les membres du CSE. Mhm. Ils ont plein d'infos à donner. Et surtout, observer l'attitude de la personne en face de vous, le dirigeant, Mhm. la dirigeante. Comment il réagit à ces questions-là? Est-ce qu'il est mal à l'aise? Ou est-ce que au Mhm. contraire, il se dit bah non, moi j'ai rien à cacher, ma boîte elle va Ouais. très bien, tout le monde Mhm. vous le dira. Mhm. Moi, c'est des choses que j'observe aussi en tant qu'influenceuse avec mes clients quand je rencontre les équipes. Mhm. Ça se voit en fait si les gens sont contents d'être là ou pas. S'ils sont contents d'être là, que le dirigeant il soit là ou pas, ils vont Mhm. en faire la pub. Ils vont dire bah moi je suis venu parce que les valeurs elles me parlaient et aujourd'hui c'est toujours le cas. Et inversement, si on sent que la personne elle est mal à l'aise, on a aussi un ressenti, un instinct en tant qu'humain Mhm. qui nous donne un peu l'alerte et qui nous dit, et puis même voilà, observer des choses très simples. Est-ce que je me sens bien dans les locaux quand je vais Mhm. Ouais. faire l'entretien? Comment sont les gens autour de moi? Est-ce qu'ils Mhm. sourient? Est-ce qu'ils se disent bonjour? Ou est-ce qu'ils font la gueule? Et est-ce que Mhm. tout le monde a l'air d'être un enterrement? Ça, c'est des choses à observer. Et puis voilà, aussi, bah, aujourd'hui, il y a des avis qui paraissent sur Indeed, sur Glassdoor, on peut aller regarder ça. Mhm. On peut contacter des collaborateurs sur LinkedIn pour leur demander un petit peu s'ils peuvent répondre à quelques questions parce qu'on postule et on ne sait pas trop, on a envie Mhm. d'en savoir plus. Creuser, faire un vrai travail d'investigation et en fait se mettre en position de force. Ne pas se dire je demande un travail parce que je suis en position d'infériorité et j'espère qu'un jour quelqu'un me donnera ma chance. Non, les Mhm. compétences RH et les compétences d'office manager, c'est des métiers qui sont extrêmement compliqués, qui sont des compétences recherchées, qui Mhm. sont des vraies plus-values pour une entreprise. Aujourd'hui, une entreprise, elle ne peut pas se passer de personnes qui font l'administratif, qui font les Mhm. RH et qui font la gestion du quotidien. Ils en ont besoin. S'ils n'en avaient pas besoin, ils n'auraient pas de RH, ils n'auraient pas d'office manager depuis longtemps. Mhm. Mais en fait, si en tant qu'office manager ou en tant que RH, on arrive en se disant j'espère qu'un jour on me donnera ma chance, évidemment qu'en face ça profite. Alors Mhm. que si on arrive en disant je suis une professionnelle compétente, je viens vous aider à atteindre vos objectifs, Mhm. moi je me suis renseignée sur l'entreprise, j'ai vu que vous aviez une lacune ici ou là, que je peux vous aider à combler, j'ai observé tel sujet, est-ce que vous avez pensé à telle chose? Arriver en tant que professionnel, et sortir de la position qu'on a souvent en tant que salarié. Je m'adresse aussi énormément aux indépendants. Je suis sûre qu'il y a aussi des office managers indépendants. Mhm. Euh, et ça, c'est une posture aussi qu'on adopte quand on se lance dans l'entrepreneuriat et qu'on démarche des clients au lieu de démarcher des patrons. C'est qu'on vient donner de l'aide et on vient en posture de force en fait auprès des entreprises en Mhm. disant j'ai des compétences, je vous les mets à disposition parce que j'ai envie de vous accompagner dans vos projets. Mhm. Et ça, c'est valable pour tout le monde en fait, pour tous les salariés. C'est juste les salariés ont tendance souvent à se mettre en position de faiblesse et il y a beaucoup de patrons qui se mettent aussi en position de force en disant je vous donne du travail. Non, tu me donnes pas du travail, c'est moi qui Mhm. t'apporte des compétences pour t'aider à développer ta boîte. Mhm. Donc, Exact. et c'est pas du tout la même façon de. C'est juste en fait une mode de pensée qui fait tout changer et qui fait réaliser. Après, je sais que c'est pas toujours facile à mettre au quotidien. Moi aussi, j'ai des phases de manque de confiance en moi terribles où je me dis Mhm. que je vaux rien du tout. Mais c'est bien de se l'écrire au-dessus du bureau et de le relire tous les matins, ou alors d'avoir Mhm. quelqu'un qui nous le rappelle, ou de s'entraider aussi. C'est pour ça, moi, que j'ai créé la communauté des femmes RH. C'est pour qu'elles Mhm. puissent s'entraider entre elles, qu'elles puissent se raconter leurs problèmes, qu'elles puissent se serrer les coudes. Et les office managers, je suis sûre que c'est la même chose. C'est aussi un métier qui est très, très, très féminisé. Mhm. C'est ça l'esprit de sororité. C'est pour ça que j'ai appelé ma communauté la sororité RH. Et ben, Mhm. on peut créer la sororité des office managers, Ouais, ça marcherait sûrement ouais. pareil. C'est une très bonne idée en tout cas, ça, la sororité des office managers. J'ai vraiment adoré ce que tu as dit sur quand on va dans un environnement de savoir comment on se sent. Moi, je suis allé dans plusieurs entreprises rencontrer des dirigeants et j'ai pu ressentir comment les employés se sentaient. Le dirigeant marchait, on marchait ensemble dans le couloir ou au milieu des bureaux et je voyais tout le monde la tête sur l'ordinateur, personne parlait. Et à ce moment-là, je me disais, waouh, quand même, c'était un peu froid quand même par rapport à ce que le dirigeant me disait dans son bureau ou comment son attitude était. Et il y a une deuxième chose, c'est que les office managers ont énormément de soft skills. Elles savent
la plupart du temps écouter, elles savent communiquer, elles savent être multitâches, faire beaucoup de choses. Et si on rajoute avec ça la confiance en soi, il faut savoir se vendre, il faut savoir aller voir son employeur, aller voir une entreprise et se vendre correctement et dire j'ai ces qualités-là, je sais faire ces fonctions et je serai capable de mettre en priorité votre entreprise pour achever X, Y mission. Euh, je vais te poser une question peut-être un peu plus personnelle. S'il y a une office manager aujourd'hui, cet office manager a des tâches RH. Toi, tu as été RH, tu as fait des salaires, les fiches de paye. Est-ce que tu penses qu'elle est en mesure de renégocier son salaire? Une office manager qui renégocie son salaire en passant RH? Une office manager, s'il y a une office manager aujourd'hui qui a des offices, s'il y a des office managers aujourd'hui qui ont, je recommence ma phrase. S'il y a des office managers aujourd'hui qui ont des responsabilités RH, mais que ce n'était pas donné dans leur fiche de poste au début, est-ce que tu penses qu'elles sont en mesure de renégocier leur salaire? Bah oui, 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 parce que les compétences RH, c'est des compétences très complexes. Donc, si une office manager n'a pas, quand elle est arrivée dans le poste, il n'y avait pas de fonction RH associée et que finalement on lui a donné au pied levé ces tâches-là, que ce soit des tâches Mm. RH ou pas, évidemment, qu'il faut renégocier le salaire et qu'il faut pas juste dire oui, oui, je vais faire et puis après se retrouver avec un travail pas possible parce qu'on a accepté tout et évidemment Mm. que c'est quelque chose à renégocier et en fait, c'est mettre un prix en fonction de chaque nouvelle tâche. C'est pas simple à mettre en place dans la vie parce que évidemment qu'à chaque fois c'est de l'affect et c'est de l'humain et on dit ouais mais je Mhm. vais faire plaisir, c'est juste pour une Mhm. fois, c'est juste ce mois-ci, t'inquiète. Mais en fait, à chaque fois, à chaque témoignage que j'ai reçu, ça s'amplifie et finalement ça s'arrête jamais. Donc oui, tenter de Mhm. renégocier. Et puis et puis en fait, peut-être le voir aussi de façon positive, c'est que moi, dans ma carrière salariée, il y a des postes, des fois, que j'ai acceptés. Je savais que ça allait pas forcément super bien se passer, mais ça me Mhm. permettait d'acquérir une compétence que j'avais besoin d'acquérir pour valoriser mon profil sur le marché de l'emploi. Par Mhm. exemple, on voit un vrai avant-après dans le marché RH quand on sait faire une paye. C'est super important de savoir faire une D'accord. paye. Si tu veux Mhm. évoluer dans le domaine RH généraliste, j'entends, si tu es spécialisé en recrutement, on s'en fout. Mhm. Mais moi, j'étais RH généraliste, donc c'est-à-dire les RH qui s'occupent de tous les sujets RH en entreprise, Mhm. bosse plutôt dans des petites boîtes. Et je voulais apprendre à faire une paye, et il n'y avait Mhm. aucune boîte qui me laissait ma chance. Donc j'ai accepté ce poste-là où au bout de 2 jours, je savais que ça allait être compliqué, mais je Mhm. savais qu'ils allaient aussi m'apprendre à faire une paye. Et j'ai vraiment vu la différence une fois sortie de cet emploi-là, parce que mon CV était riche de cette nouvelle compétence que je pouvais valoriser et donc Mhm. demander des salaires plus élevés sur mes postes d'après. Bon, il se trouve que je suis devenue entrepreneur, mais bon, Mhm. j'étais quand même contente de savoir le faire et j'ai pu le valoriser même dans mon entrepreneuriat, puisqu'après j'ai été prof de pays. Donc Mhm. comme quoi, ça sert toujours. C'est plus, en fait, c'est plus le voir différemment et être presque entrepreneur de sa carrière. Et je pense que dans les années à venir, ça va vraiment s'accélérer cette tendance-là, de savoir quelles sont nos compétences, à quel prix elles sont sur le marché du travail, à quel point elles sont rares, à quel point elles sont recherchées, et de Mhm. valoriser ces compétences recherchées. Ça peut être la paye, ça peut être d'autres choses. J'imagine que sur les métiers d'office Mhm. manager, il doit y avoir des tâches qui sont plus recherchées que d'autres. Mhm. Et voilà, jouer là-dessus et vraiment créer comment dire, créer son profil de compétences et le Mhm. valoriser avec un prix en face, mais comme un entrepreneur le ferait avec Mhm. son offre. Si je comprends bien, par exemple, imaginons que moi je suis office manager aujourd'hui et que je fais les onboarding. Je fais les onboarding, j'accueille les employés qui viennent, mais aussi les employés qui partent de l'entreprise. Donc c'est moi qui gère tout ça. Est-ce que tu penses que je peux me vendre, à mon avis, mettre cette petite casquette RH pour aller me vendre vers une autre entreprise? Casquette recrutement plutôt, parce que Casquette l'onboarding, recrutement? c'est ouais, c'est quand même une petite partie des RH. Il y a beaucoup, beaucoup de tâches RH. Donc, Hmm. si on fait que l'onboarding, ça va plutôt être une casquette com slash RH, plutôt milieu de recrutement. Mais ça Mhm. peut être une bonne porte d'entrée pour entrer dans un milieu RH. Tout dépend en fait du poste visé derrière. Ça peut D'accord. être de viser si on a fait ce genre de tâches d'onboarding et de offboarding, ça peut être pourquoi pas aller dans le milieu du recrutement et puis, Mhm. et puis voilà, entrer par cette porte-là en ayant eu des Mhm. premières tâches RH.
le recrutement a réputation aussi à accepter un petit peu plus facilement les profils un peu différents que on voit par exemple dans le milieu juridique ou dans ces Mm. milieux-là. Bon, en général, il faut avoir un bagage solide pour pouvoir y aller parce qu'on est sur des sujets très touchy. Le Mm. recrutement aussi, mais on est plus vraiment les gens sont plus ouverts, donc Mm. plutôt cette casquette-là. Mais après, c'est vrai que recrutement et RH, des fois, c'est différencié. Mhm. C'est pour ça que c'est difficile en fait de réunir RH sous une seule casquette parce que c'est tellement large ce que c'est comme Mm. tâche. Mais c'est aussi observer bah, que cette personne elle observe ce qu'elle préfère faire. Et si elle adore l'onboarding, oui, pourquoi pas aller observer un petit peu les postes communication RH, Mhm. marketing RH aussi, qui sont des choses qui se développent de plus en plus en fonction voilà, de ce qu'elle aime faire et de ce qu'elle a envie de faire de sa carrière. Et puis tenter le coup, quoi. Et puis bah, si ça marche pas, Mm. tant pis, hein. Exactement. Je pense qu'il faut toujours tenter le coup, aller voir les opportunités, surtout parce que des fois les opportunités s'ouvrent pas à nous au moment où on voudrait qu'elles s'ouvrent à nous. Et je pense que c'est bien pour l'office manager qui nous écoute aujourd'hui et qui veut passer d'office manager à RH, bah, d'aller chercher cette opportunité, de voir les fonctions que vous avez en tant qu'RH, même si c'est une petite fonction, de l'inclure dans le CV et surtout d'aller se vendre. Merci Marie beaucoup. Merci beaucoup Marie pour les informations que tu nous as données. Je sais que tu as un podcast, les RH de la vraie vie. De quoi tu parles dans ton podcast en général? Et ben dans mon podcast, j'interviewe des RH de tous horizons qui viennent Mhm. me raconter leur parcours et qui viennent surtout me raconter pourquoi ils et elles sont RH, pourquoi ils ont choisi ce métier-là, Mhm. qu'est-ce qui les fait vibrer dans ce métier-là, comment ils et elles se projettent dans leur carrière. C'est des discussions très spontanées, d'un peu moins d'une heure à chaque fois pour pouvoir le temps de bien creuser les sujets et puis on Mhm. retrace tout le parcours de la personne et puis moi je fais des commentaires tout du long et je pose des questions sur leur parcours, pourquoi avoir fait ce choix-là, qu'est-ce qui leur plaisait particulièrement dans telle ou telle expérience. Voilà, c'est retracer des parcours de vie professionnelle par des RH. Top, top. J'ai écouté pas mal d'épisodes. Il y a pas mal d'informations. Moi, ça m'a projeté en tout cas dans le métier de RH. Marie, je te remercie énormément pour toutes les informations que tu nous as données. Je sais que tu postes énormément sur LinkedIn, que les gens peuvent te retrouver sur LinkedIn. Par quels moyens ils peuvent avoir accès à toi pour te poser une question, s'ils veulent élaborer un peu sur la discussion qu'on a eue aujourd'hui? Bah, c'est vrai que sur LinkedIn, je reçois énormément de messages, donc c'est pas super simple de me voir. C'est peut-être Hmm. plus simple de me voir sur Instagram, où c'est une plus petite communauté et du coup je suis plus accessible. C'est Marie-du-bas Soro-du-bas RH. Bon, tu le Hmm. remettras dans les notes, je suis sûre. Exact. Hmm. Et ouais, sur Insta, on est moins nombreux et du coup, c'est plus simple pour moi de répondre aux MP parce que sur LinkedIn, j'avoue, je suis un peu débordée avec le Hmm. nombre de personnes qui me suivent. Et voilà, ou alors par mail à sororitrh@gmail.com, j'essaie d'être un peu plus sérieuse aussi sur mes mails. Et Hmm. de toute façon, je suis toujours contente de discuter avec les femmes de ma communauté, que ce soit des RH. Ça m'est déjà arrivé aussi de discuter avec des office managers Hmm. qui sont un métier qui est un petit peu parallèle au RH et des fois Hmm. qui se recoupent. Donc voilà, c'est toujours un plaisir de discuter avec ces femmes de leur carrière, de leurs envies, de leurs questions, Hmm. etc. Donc je suis ouverte. Nickel. En tout cas, ce fut un plaisir de discuter avec toi Ouais. aujourd'hui pour les informations que tu nous as données sur la fonction RH aux office managers. Je te remercie énormément, Marie, et je te souhaite une bonne journée. Merci à toi Emmanuel, à bientôt. À bientôt.